Bonjour à tous, bonjour à toutes les mains calleuses et les mains peut-être moins calleuses. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Robert Nortic, qui se présentera à vous tout à l'heure. Un petit rappel pour rappeler que Lucky Loser, c'est un terme qui nous vient du tennis, qui veut dire être repêché en sport. C'est un petit peu le parallèle qu'on fait avec la main, en disant que la main est peut-être un outil merveilleux parce qu'il fait encore des erreurs, et on va essayer de le comparer avec les progrès de l'intelligence artificielle, des outils numériques, et sont interviewés dans cette série de podcasts, de petites interviews, essentiellement des artistes et artisans qui jonglent un peu encore avec les deux. Lucky Loser épisode 2, c'est parti. Bonjour Robert Nortic. Bonjour. Je vais te donner 2 minutes pour te présenter. Juste avant, un petit mot pour dire comment je te connais. On s'est connus au théâtre universitaire. Ça fait longtemps qu'on croise le fer ensemble sur différents domaines artistiques. J'ai pensé à toi pour ces podcasts, pour ton côté un petit peu hybride, inclassable, électron libre, que j'adore. Et c'est le but aussi d'essayer de réfléchir sur ces questions de la main et du numérique avec des gens qui s'essayent, qui sont un peu expérimentateurs. C'est à mon avis vraiment ton cas. On aura le temps de développer plus tard. Mais entre-temps, vite fait, parle-nous un peu de toi. Déjà, effectivement, il y a 30 ans, même plus que ça. On va pas trahir nos âges, d'accord? Tais-toi. Il y a longtemps, il y a très longtemps, je suis venu tourner ici. Tu étais un protagoniste d'un court-métrage que je faisais C'est juste. dans ton atelier. Tu étais un sculpteur, c'était un personnage de composition. Ça veut dire qu'on a une vieille complicité. Sur ça, c'était après le théâtre universitaire avec Roberto Salomon. Et toutes ces aventures ont fait qu'on s'est croisés régulièrement, effectivement, dans différents domaines, dans différentes situations. Ouais. Je suis content d'être là parce que c'est toute une boucle, effectivement. Parce que mon premier élan, c'était de faire des films, du cinéma, faire des scénarios, etc. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à faire des images en vidéo pour les spectacles que je faisais aussi. Donc, j'ai mélangé vidéo, théâtre, et après, ça a été de la danse. Puis, j'ai été jusqu'à des grandes scènes d'opéra. Mais c'est ce mélange entre cinéma et art vivant qui, maintenant, est le squelette de mon travail. D'accord. Alors, un petit mot ici. Moi, je t'accueille effectivement dans les conditions du direct, on va dire, mais dans mon atelier. Donc, l'idée, c'était pas de prétendre qu'on a un super studio. Donc, voilà, je suis aussi un humble artisan. On est ici dans mon atelier. Voilà, c'est assez vivant, c'est comment ça se passe ici. Donc, c'est un peu le côté low-tech de l'affaire, mais c'est un peu aussi un contre-pied à la sur-industrialisation et à la surnumérisation. Donc, il y a aussi ce côté-là quand on crée, être proche des éléments dans les conditions un petit peu dans l'atelier. Pour revenir, pour entamer la discussion sur ces questions de la main et du numérique, alors, ce qui m'intéresse, moi, de découvrir un peu dans ce que tu fais, c'est en partie de savoir comment tu te débrouilles, comment tu jongles avec les différents médias. L'idée, c'est, tu vas dire, des gens qui n'ont pas un profil ou une attitude nostalgique en disant c'était mieux avant, mais de se dire un petit peu les temps numériques sont une nouvelle aventure, on parle de révolution numérique, c'est de se dire finalement qu'est-ce qu'on va tirer de tout ça et comment on peut être un peu opportuniste avec tout ça. Est-ce qu'on se trahit un peu quand on trahit sa main, quand on donne tout à l'IA à faire? Enfin, j'aimerais t'entendre un petit peu sur ces questions-là. Comment toi, tu pratiques? Alors, peut-être que dans le théâtre, peut-être que dans le son, c'est un peu plus abstrait, mais quand... Moi, rapidement, j'ai pensé à toi pour les quelques collaborations qu'on a faites. Donc, sur Oponen 1, par exemple, on t'avait invité, tu avais fait une sorte de grande yourte. Tu l'avais réalisé totalement toi-même, mais dedans, il y a des projections. J'ai vu récemment que tu diffuses pas mal de peinture, du Cervin. Est-ce que c'est un mix peinture, photo, IA? Parle-nous un petit peu du processus de création, surtout quand tu dois mêler la main à la technologie. Surtout, en fait, le processus, il s'étend sur beaucoup d'années. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi-même, j'ai développé des photos argentiques dans des bains. Et puis après, il y a eu Photoshop, la photo numérique. Déjà, ça a changé beaucoup de choses parce qu'on peut faire des undo. Chaque tirage n'est pas une pièce unique, même si c'était à l'époque de la reproduction, que c'était pas de la peinture, c'était relativement facile de faire plusieurs tirages, mais quand même, quand on les faisait soi-même à la main, c'était un long travail. Donc il y avait déjà un travail sur la main. En opposition à Photoshop, on fait des undo, on a des outils qui nous permettent de passer en avant, en arrière, de dupliquer, de faire des calques, etc.
Donc le undo, c'est revenir un step avant. Revenir en arrière. Une fois dans que, le voilà. processus de préparation, c'est défaire un petit peu du tissage. C'est ça. Et quand tu as imprimé une photo, même si tu peux en imprimer une autre, tu peux pas refaire un undo de seulement une étape. Tu es obligé de refaire tout un nouveau tirage. À la Pénélope, quoi. Tu détisses la nuit ce que tu tisses la journée. C'est ça. Et déjà, pour dire, le travail de la main, où tu fais tes petits caches sur ta photo, il est déjà très présent parce que tu peux rendre une photo un peu plus magique en faisant des petits calques, des caches. Mais si tu la rates, tu dois refaire. C'est le principe général quand tu fais à la main. Quand tu rates, tu dois tout refaire. Je sais pas comment c'est pour toi, mais quand tu rates tu donnes un coup de trop. Dans la pièce, si ta pièce, elle est attaquée de trop. Il n'y a pas de undo dans la pièce. Ouais. C'est ça. Et en fait, ni dans la photo. Et puis, quand Photoshop est arrivé, c'était déjà, tu as des undo. Et pour faire de la vidéo, à un moment donné, si tu n'as pas fait ton image précisément sur ce que tu veux projeter, tu dois tout refaire. Alors qu'après, tu projettes une image, mais tu peux l'étirer sur ce que tu as envie. Et ça a changé ma vie, par exemple. Donc, positivement, c'est-à-dire que ça t'a permis de gagner du temps, d'expérimenter plus, de faire des choses que tu n'aurais pas pu faire autrement. Enfin, il fallait être un peu la NASA pour le faire autrement. D'accord. Et tout d'un coup, il y a eu des outils d'utilisateurs standards qui m'ont permis de faire des choses, même jusqu'aux plus grands opéras, parce que les outils ont été accessibles, pas seulement pour un grand technicien, ce que je ne suis pas, mais pour un artisan. Mais est-ce que l'outil, il t'a amené des accidents aussi, ou il t'a amené que du confort? Non, il y a toujours des accidents, mais effectivement, je reviens maintenant, je fais un saut maintenant super en avant, je reviens à la pure peinture, parce qu'effectivement, il y a plus d'accidents dans la pure peinture que même dans le dessin sur tablette ou le dessin assisté par des outils numériques. Alors, par exemple, on dit souvent la main, c'est un outil que la sélection naturelle a mis des millions d'années à énerver, à rendre un appendice très, très, très agile. Et mon impression est qu'il est un peu sous-utilisé. Alors, un des angles de ce podcast, c'est de se dire qu'effectivement, l'intelligence artificielle ne va probablement pas brider la créativité, parce que ça, on l'a en nous. L'intelligence artificielle, elle va peut-être créer autant de métiers qu'elle en détruit. C'est probablement moins le cas pour les métiers de la main. C'est-à-dire que les métiers de la main, ils risquent d'être un petit peu en retrait, dans le sens qu'on ne fabrique pas soi-même le plâtre, la pierre, le fer, de plus en plus de machines, de processus qui nous permettent de faire ça. Est-ce que toi, tu regrettes un petit peu ça, ou au contraire, tu trouves que cet alliage, te pousse plus loin dans ta création? C'est-à-dire, l'intelligence artificielle, c'est comme la cerise sur le gâteau. Pour moi, c'est à la fin du processus. C'est-à-dire que maintenant, on peut imaginer, mais c'est encore une erreur, qu'on peut mettre 2-3 indications dans une machine et puis ça va te faire le boulot. Ça, pour moi, c'est toujours pas vrai. Même dans la vidéo, même ce que tu m'as dit dans la sculpture, des outils qui gravent, qui creusent, je sais pas ce qu'ils font, qui sculptent. Ouais. Mais c'est un processus qui est long, en fait. Quand tu as compris comment tu le fais à la main, comment tu souffres pour faire certaines choses, tu comprends mieux les ordres que tu donnes à la machine quand tu les donnes, parce que tu l'as fait pour de vrai. Donc, l'histoire de la main, au-delà de seule la main, c'est la vérité de l'objet, de la pièce que tu t'essayes de créer. À un moment donné, si tu es aidé, il te faut une perceuse. C'est déjà un premier outil, plutôt que de faire le trou à la main. Ouais. Et puis des fois, il y a des choses que tu dois faire en série. Donc si l'outil, tu peux le commander plus facilement, ça va plus loin. Et maintenant, on te fait croire, avec l'intelligence artificielle, qui a volé toutes les bonnes idées de tous les créateurs pour te les refourguer, tu crois que c'est facile. Mais en fait, moi, mon expérience personnelle, en tout cas, quand je prends une image faite par l'IA ou des vidéos, en fait, il y a toujours quelque chose qui cloche. Donc tu dois refaire 1000 fois. Et puis, en fin de compte, peut-être parfois, tu as meilleur temps de la faire directement à l'ancienne. D'accord. À l'ancienne, qui est déjà en numérique, par ailleurs. Mais... Oui, non, je vois, par exemple, là, je reviens d'Italie, où j'étais voir les potes de Carrare qui travaillent beaucoup là-dessus. Certains sont revenus au modelage en terre parce que la 3D qu'on imprime pour faire le modèle qui sera taillé en la pierre, elle a tellement de défauts. Parce que finalement, le gars qui fait la 3D, c'est pas forcément Michel-Ange non plus, le roi du pixel, là, derrière son ordinateur. Donc, de temps en temps, ils reviennent carrément au modelage en terre. Ce que j'ai trouvé plutôt assez intéressant. Mais ça peut évoluer aussi. Parce que j'ai remarqué qu'en peut-être 5 mois, j'ai fait tout un spectacle immersif au Lido. Par exemple, on avait justement des objets qu'on a voulu modeler en 3D pour les animer dans notre installation. Ouais.
enfin des objets vidéo, mais enfin en 3D. Mais on aurait pu les graver en 3D, mais c'était de la 3D. Mais en fait, comme l'intelligence artificielle, elle n'est pas encore au point, eh ben, il y a plein de défauts dans l'objet que tu dois en fait réparer longuement. Et tu as meilleur temps parfois de le créer toi-même depuis la base pour l'animer comme tu veux. On trouve que finalement, ça manque de détails peut-être, ou ça manque de fluidité par rapport Ben, pour que c'est ça pas ressemble encore à au la point. vie. C'est Ouais. comme la vidéo, enfin l'image digitale. Au début, elle était pleine de gros pixels. Puis maintenant, elle Ouais. est super sensuelle et Donc elle est on peut devenue aussi imaginer que jolie. ça, c'est assez passager ce défaut-là finalement. Ouais, je crois. Ouais, ouais. Donc on va vers une perfection où finalement il y aura plus d'excuses de Après, pas l'utiliser. je ne sais pas quelle excuse il y aura, il y en aura toujours une, Ouais. mais disons pour l'instant, il y a un côté où c'est inabouti, ça suffit pas, Alors, vraiment pas. ok, alors ce qui est intéressant pour moi de savoir, c'est avoir l'avis des créateurs là-dessus. Si simplement c'est une question de temps et puis ces technologies elles vont tellement progresser ce sera parfait, il n'y aura plus aucune raison de les faire à la main, ou si de toute façon la main va forcément apporter quelque chose d'autre. Mais la main, elle apportera toujours cette chose. Tu dis par exemple que les gens, ils sont repartis sculptés avec de l'argile Ouais. pour faire une pièce en 3D parce que la pièce en 3D, tu l'as fait à la main. Parce que de la faire directement avec les outils informatiques, peut-être qu'ils vont s'améliorer, mais c'est quand même moins sensuel, il y a moins ses défauts, c'est moins vivant, mais c'est plus parfait. Alors parfois, il y a des gens qui espèrent ou qui cherchent la perfection et d'autres qui cherchent un peu plus la vie et un peu les accidents. Et donc, ça dépend aussi de ton choix Mais voilà, c'est ça et qui est ta forme. intéressant parce que on a eu par exemple Jérôme Blanc pour la première édition de ces podcasts et c'était lui il disait d'abord et c'est marrant il disait je dessine à souris levée donc lui voilà, il aimait aussi ce truc direct et lui il utilisait beaucoup l'accident. Par contre il disait que il peut exploiter l'accident d'autant plus que lui alors lui il est sculpteur sur bois. Il connaît le matériau, il connaît le processus, il réalise des choses à la main beaucoup. Donc, lui il dit, sans ce savoir-là, sans cette expérience directe, la matière, il peut moins bien piloter ces outils numériques. Et il parle d'âme. Alors, il y a beaucoup de gens qui parlent l'âme, on ressent ci, on ressent ça, si c'est vraiment la main qui l'a fait. Est-ce que c'est pas un peu un refuge, un peu nostalgique, ça, finalement, de se dire que est-ce qu'il y a vraiment encore une différence si on compte sur la perfection encore qui va s'améliorer, sur la qualité qui s'améliorer, est-ce que vraiment... Non, alors justement, moi, enfin, ici, je vois des dessins, par exemple, dans ton atelier. C'est pas des dessins, c'est des dessins, il y a toujours des ébauches, il y a toujours des essais, il y a toujours une sorte de progression qui est sensuelle avec ton rapport avec l'image. Une fois, j'avais d'ailleurs été, comme je suis comédien à la base, j'avais été suivre un atelier de John Malkovich à Locarno. Puis il racontait tout un truc sur moi, je suis pas un acteur visuel, je suis un acteur viscéral. Et c'est quelque chose que j'ai pris à mon compte, c'est que moi, je m'estime pas comme un artiste visuel, mais comme un artiste viscéral. C'est joli. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la chose, elle dépasse l'image que tu veux en faire. C'est l'image, comment elle t'impacte, qui est plus importante que l'image que tu vois. Et du coup, ça fait toute la différence. Et j'ai l'impression que la main, elle te permet de garder le côté viscéral. Et puis peut-être l'IA, elle t'emmène sur un truc visuel. Ok. Et puis ça fait toute la différence. C'est joli. Donc, Et côté- c'est la magie. Tu fais ta main, tu vois, je la vois derrière toi en marbre. C'est un de tes thèmes, puisqu'on en parle. Mais elle a cette dynamique-là, que c'est hyper important. Et même d'ailleurs, ton questionnement sur la main, je pense qu'il y a l'âme dans la main, et il n'y a pas forcément l'âme dans l'image de la main. Alors, j'aime bien ça. Alors, Enfin, dans l'image, peut-être, il y a de la main. Et le problème que j'ai avec l'âme, c'est que c'est une connotation un petit peu religieuse. Hein. On parle Non, non, d'âme, non, d'esprit. non, non. Alors, moi, j'aime bien l'idée de la conscience. Hein. Là, souvent, on parlait en progression d'âme, d'esprit, puis de conscience, maintenant en science. Il y a une tendance qui essaie de définir, de dissocier l'intelligence artificielle de la conscience. On va dire que l'intelligence, elle est effectivement très performante, elle calcule plus vite, elle stocke plus elle a plus de mémoire, elle stocke plus d'informations, elle est plus rationnelle probablement. Par contre, elle n'a pas la conscience de sa finitude. Alors d'abord, la question de est-ce qu'on peut... C'est déjà compliqué pour les scientifiques de définir la conscience. Il y a déjà pas mal de chemin un petit peu pour la définir. Mais du coup, même le mot CA, conscience artificielle, il n'existe même pas, tu vois. Donc, est-ce que c'est ça qu'on veut dire dans le sens, ou c'est ce que ça veut dire dans le sens que tu crées avec l'outil organique et ta biologie, donc avec
l'intelligence humaine, elle est indissociable, la conscience et l'intelligence est indissociable dans le cerveau humain, probablement. Est-ce que c'est ce côté viscéral, c'est cette transmission de la vie que le digital peut, par définition, peut pas faire parce qu'il n'a pas confiance de sa finitude? Ouais, mais il s'améliore. Il s'améliore. Mais est-ce qu'il va s'améliorer à toujours faire un fake de plus en plus ressemblant, mais ce sera toujours un fake, en fait? Bah, je crois que ça sera toujours un fake. Parce que c'est vrai, moi, récemment, j'ai fait un gros projet avec l'intelligence artificielle, mais avec mes collègues, on était 3 créateurs sur ce projet. D'une certaine façon, on voulait pas se soumettre à l'intelligence artificielle, parce que l'intelligence artificielle, elle a pris toutes les images qu'elle a trouvées autour d'elle, puis elle en a fait quelque chose, puis après tu lui demandes quelque chose, puis elle recrache tout ce qu'elle a volé de tout ce qu'elle a vu. Mais elle l'a volé. Mais elle a créé dans l'assemblage qu'elle fait, finalement. Elle a créé dans l'assemblage qu'elle fait, mais elle a rien inventé. Elle a tout aspiré, sans payer aucun droit à personne. Ouais, ça en plus. Donc, il y a tout un truc très philosophique et métaphysique. Elle a vraiment pillé toutes les connaissances visuelles, de design des créateurs pendant beaucoup d'années pour la recracher, où tout d'un coup, n'importe qui peut dire oui, j'aimerais un truc un peu comme ci, comme ça, et tout de suite, elle est inspirée par tout ce qu'elle a volé pour leur donner. Mais elle est inspirée, c'est quand même un mot puissant. Peut-être que c'est un mot faux, justement. D'accord. Elle n'est pas inspirée, elle recrache. Elle est codée pour... Elle recrache, non mais tu vois, un truc comme ça, sans vraiment... et peut-être ça s'améliore. Et toi-même, tu m'as fait rencontrer un monsieur qui avait modélisé les émotions humaines. Ouais. Et puis, que tout d'un coup, elle va faire des progrès, et au-delà de seulement reprendre toutes les images ensemble, elle va aussi reprendre des concepts de vie, de sensibilité, de défaut, d'expérimentation. Elle va pas seulement prendre toutes les choses qui existent, mais elle va aussi commencer à réfléchir, et peut-être là, on sera vraiment en danger. Mais le problème du choix, c'est-à-dire que quand tu as 1 milliard de données, de data, d'images, de sons, et tu demandes à un ChatGPT, ou maintenant il y a Sora là, qu'ils ont sorti, qui font des vidéos, si tu demandes à 3-4 IA de cracher une image sur le même thème, chacune va te cracher une image différente. Donc il y a dans le choix à disposition de cette énorme banque de data, il y a une sorte de créativité, je ne sais pas, dans la nécessité de devoir choisir et assembler et livrer une image cohérente. Et là, il y a une forme de subjectivité, non? Ouais, mais tu as dit un mot, justement, une image cohérente. Ben, si tu remarques en détail, l'image, elle n'est pas cohérente. Okay. C'est justement là où tu vois que c'est de l'IA. C'est qu'il y a toujours un truc, tu as une main qui passe, mais elle a 6 doigts, tout à coup. Mais tu la vois à peine passer. Mais si tu regardes attentivement, tu vois qu'elle a 6 doigts. On a l'habitude de voir que 5 doigts, et quand il y en a 6, c'est faux. Donc on n'est pas trompé par certaines choses qui sont évidentes. Mais par des choses plus subtiles, on peut l'être. Ouais, on l'est quand même. Ça, parce qu'il y a un truc assez fou que j'avais lu, c'est que le cortex frontal, il s'est développé notamment pour reconnaître le danger. Et semble-t-il que quand on se confronte à quelque chose de nouveau, notamment quelqu'un ou un animal, avant même que ça affleure la conscience, le cerveau a décidé si c'est dangereux ou pas. Donc quelqu'un t'aborde dans la rue et te demande l'heure en un quart de milliseconde avant que tu réfléchisses sur le gars, tu te dis ce gars il est louche, il veut mon fric, ou bien ce gars il est vraiment perdu, il a besoin de l'heure. Et semble-t-il que c'est tellement entraîné depuis des millions d'années de générations qui se passe cette capacité que ça nous sauve un peu pour l'instant, parce que c'est comme ça qu'on reconnaît un peu le bizarre du naturel, ou du faux ou du vrai, si ça existe, mais avec une IA de plus en plus perfectionnée, on voit qu'on se fait déjà piéger. Déjà, c'est un nouveau bizarre, donc il faut s'y habituer. Il est nouveau comme bizarre. C'est juste. Et après, peut-être qu'effectivement, il s'améliore. C'est ça que je constate vraiment de mois en mois des différents spectacles ou travaux que j'ai faits il y a 3 mois. Il y a des choses que j'arrive à faire maintenant qui avant, malgré que les moyens étaient même plus grands, je ne pouvais pas faire. C'est assez dingue. C'est vraiment... C'est vertigineux, en fait, c'est vrai. Alors, revenons un petit peu sur tes créations, pour revenir un petit peu sur le processus créatif, et puis ce qui est vraiment le cœur de cette petite interview. On voit que l'agilité est probablement dépassée quand il faut trier des tout petites pièces en horlogerie, j'en sais rien quoi. Mais l'agilité de la main, quand elle fait des accidents, elle fait des catastrophes, mais aussi elle amène des nouveautés qui font dérailler les choses, puis qui amènent de la nouveauté dans la créativité. L'intelligence artificielle, ou les commandes numériques, ou les outils à commandes numériques, ils font probablement aussi des accidents quand on les pilote mal. Alors, ma question à toi, c'est est-ce que tu vois un parallèle entre
les maladresses que peut faire la main et les maladresses que peut faire la machine. Et est-ce que ça t'est arrivé de les exploiter? Bon, ça c'est aussi c'est issu de la stratégie du pauvre. C'est-à-dire, le pauvre, il exploite les accidents. Parce que c'est peut-être parfois tout ce qu'il a, peut-être parfois il a autre chose. Donc, à un moment donné, quand un accident, mais alors après, c'est l'intelligence du pauvre, c'est-à-dire que il choisit les accidents qu'il préfère. Et ça fait déjà une signature. Quand tu regardes tous les peintres, ils ont tous des accidents, ils ont tous... Il n'y a aucun qui est parfait, en fait. Mais c'est les accidents qui font leur signature. Et toi, tu les as utilisés, Parce qu'à bout d'un moment, les accidents, dans certains cas, ils sont beaux. D'accord. Dans certains cas, tout d'un coup, mais même à l'époque où je tirais les photos, tout d'un coup, j'ai pas mis le bon mélange, ou c'était un vieux mélange. Tout d'un coup, la photo, elle est toute polarisée. Et puis tu dis, ah, c'est marrant, c'est mannerait. Ouais. Mais enfin, et puis tu dis, ah, voilà, moi, je sais faire ça. Et puis, pareil, pour certains outils, tu mets à fond un réglage. Puis tu dis, ah, bah, c'est marrant, c'est à fond ce réglage. C'est aussi une signature. C'est une ligne éditoriale visuelle qui dit, OK, même maintenant, tu vois ça sur les affiches. Du coup, c'est tout bleu, c'est tout... Ouais. Mais par exemple, je prends l'exemple concret, j'aime bien les servants que tu fais là. Moi, j'ai du mal à... Je regardais tes images, j'ai du mal à décoder le processus de production. Tu peux nous l'expliquer, là, par exemple? Parce qu'on voit qu'il y a une série, tu changes les couleurs. Est-ce que tu as une base où tu le peins, puis ensuite tu le scannes, et puis tu le changes sur Photoshop ou tu... Non, alors c'est tout à la main. C'est ça qui est... Ça, c'est aussi une expérimentation étrange. Parfois, tu dessines, puis tu demandes à la machine qu'elle améliore ton dessin. Et en fait, là, j'ai trouvé une base. Et moi, purement, je peins. Simplement, c'est presque un yoga. Ça dépasse du coup la volonté, c'est de faire une série. La ligne éditoriale de cette série, c'est que c'est les 78 derniers mètres de l'ascension du Cervin, parce que j'ai fait 78 tableaux. Et je me dis qu'à chacun des mètres de l'ascension, tu changes d'état, il y a moins d'oxygène, il y a certaines circonstances de la grimpe qui sont plus faciles, plus difficiles, et puis que ça te met dans un état, et cet état, il est résumé par un ensemble de couleurs. Donc, je veux dire, je me dis, OK, je suis à telle altitude, et puis je fais un ciel, tout d'un coup, qui est plus mauve, tout d'un coup, il y a... Je sais pas, dans le mauve, il y a peut-être un peu de douleur, mais ça, c'est tout des trucs... tu te projettes mentalement cette altitude, ou à la limite, tu y vas? Non, j'y vais pas, hélas. Mais je suis allé quand même au dernier refuge, avant l'ascension du Cervin, où les gens partent avec la frontale à 3h du mat'. Mais disons que je mentalise comme ça l'ascension d'une façon abstraite. Et puis, ça change de couleur, de difficulté, de contraste dans la montagne. Comme la montagne, elle change avec les lumières. Mais c'est de les revisiter vraiment avec son cœur et sa sensibilité et sa fantaisie. D'accord. C'est pas de la déco, mais c'est vraiment... De nouveau, il y a un côté viscéral d'en voir la montagne d'un certain angle à une certaine altitude. Donc il n'y a même pas d'IA là-dedans, en fait. Donc en fait, c'est tout... Chaque tableau est peint de A à Z à la main. Ouais. Mais dans la série, pour compléter, il y a une partie des tableaux qui sont peints purement avec la tablette, par exemple. D'accord. Mais c'est pas l'IA qui les a peints. Ils sont à la tablette parce que du coup, ils peuvent être imprimés. Ça, c'est encore un autre... c'est presque un modèle économique. D'accord. Et puis aussi, comme ça, il y a une variété de tailles. Et puis du coup, il y a tout un ensemble de produits, parce qu'il y a une dynamique autour du produit. Mais alors, par exemple, pour prendre l'exemple de la tablette, moi, j'essaie de l'utiliser. Ça a ses qualités, ses défauts, mais par exemple, ce qui est très épatant, ce qui est un peu déroutant, c'est de se dire que tu as un pinceau qui fait les nuages, un pinceau qui fait la pluie, tu as un pinceau qui fait bientôt les arbres. Donc moi, ça fait penser à Tex Avery, où le mec, il sort sa peinture, son bidon, puis il a déjà le motif quand il peint. Donc moi, j'ai vraiment vu des jeunes dessinateurs de manga où il y a une différence énorme en leur crayonné et le résultat. Moi, je vois le résultat, je me dis, mais c'est vraiment des super cadors du dessin. Et quand je regarde le croquis qui est sur le bureau avant qu'il soit repris par tous les outils possibles, où tout revient juste, parce que ce qui est un petit peu impressionnant, c'est que finalement, tu te trompes plus avec ça.
L'exemple que j'ai là récemment, je reviens de Carrare, c'est que les robots 3D qui taillent la pierre sur la base de modèles 3D qui sont déjà justes font que tu n'as plus d'erreurs anatomiques sur les proportions des corps, la forme, des pieds, des mains, tous les trucs un petit peu tricky qui font partie de la sculpture. C'est juste. Et c'est une force de frappe de fou, dans le sens où tout à coup, tu sors, et là, ils sortent en Canova en 15 jours. C'est-à-dire que le jeune artiste là, que j'ai vu récemment, il sort 30-40 pièces en marbre. Il faut 4 vies à Michel-Ange pour les faire. Donc, finalement, tu te dis, où est la prouesse de tout ça? Bon, mais ça, je verrais que c'est encore différent de sortir. Par exemple, dans un plein d'essence, il y a 4 ans de l'énergie d'un être humain. Ouais. Enfin, pour dire que, évidemment, dans les outils, ça démultiplie les possibilités de faire. Il aurait fallu, tu as dit, 4 Michel-Ange pour faire. Ouais. 4 Pour vies faire de ce Michel-Ange, de bosseur, ouais. Ouais. Non, mais effectivement, tout d'un coup, il y a une force de frappe objective avec les machines. Mm, Mais comment dire, c'est dissocié de la créativité. Il y a l'impression, parce que l'impression, il y a aussi une science dans l'impression, dans sur quoi tu imprimes, etc. Mais c'est vrai que moi, mes limites de l'impression, par exemple, à un moment donné, elles sont au bout d'une certaine qualité d'impression, me manque la matière, la texture, l'épaisseur et peut-être la vibration d'une vraie peinture. Voilà. Donc il y a quand même certaines choses quand elles sont imprimées sur certains supports, et puis il y a toutes sortes d'évolutions aussi intéressantes qui existent avec ces supports, d'imprimer même sur de l'aluminium, des choses comme ça, avec plus ou moins une épaisseur, et quitte après encore à rajouter une couche à la main pour finir l'ensemble. Alors là, ce qui peut être intéressant, si j'arrive à faire un parallèle entre ce que tu dis toi avec la finition à la matière et ce que je vois moi en pierre, c'est que tout ce qui était la difficulté antique est résolu, à savoir la pénibilité, le temps de travail, la perfection, la maîtrise de la matière sans la casser et la justesse, la rigueur anatomique. Ça, c'est résolu. Et c'est ce qui était un peu épatant, finalement, quand on regardait le David de Michel-Ange qui fait 5,18 m, tu dis, le mec, il a fait ça tout seul à 24 ans, tu vis son échafaudage en bois, sans outils de frappe mécanique, c'est-à-dire qu'à la force du poignet. Tout à coup, tu te retrouves là avec une exposition où tu as un jeune gars qui te présente 40 sculptures incroyables de toutes les dimensions en marbre, etc. Donc, il faut de l'argent pour fabriquer tout ça. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que ça commence à savoir que c'est pas fait à la main. Donc, il y a tout un long parcours où les gens faisaient croire qu'ils faisaient eux-mêmes. Maintenant, ça commence à savoir que les robots font beaucoup, font presque tout. Donc, par exemple, l'artiste en question, c'est quelqu'un, il y a des images, une sorte de documentaire, et on voit que les robots taillent ces trucs. Lui, ce qu'il a choisi comme option, c'est une ultra finition. C'est-à-dire que c'est une finition au-delà de la machine. La machine, elle a sa limite. Et finalement, c'est des tout petites fraises. Avec ces gars, il fait des tout petits détails de fleurs, de choses organiques comme ça, qui sortent des formes qu'il a fait, que le robot peut absolument pas faire. Et des finitions aussi de qualité, de brillant. Par exemple, que la machine, par exemple, pour l'instant, elle finit pas tout. Elle fraise, mais elle polit pas. Donc, ce qui fait que c'est là-dessus, c'est le premier volet, c'est l'ultra finition, l'ultra exigence de la performance, une sorte d'excellence comme ça de maîtrise de la matière qui va plus loin que la machine. Et puis, l'autre dimension, c'est la performance technologique, à savoir qu'il va falloir résoudre tout un tas de trucs techniques, par exemple une pièce très fragile qui doit tenir sur presque rien, on développe un goujon avec, on a déjà vu une pièce de Koons, ça, où il développe une sorte de tige, un goujon qui tient la pièce avec la Formule 1 dans un matériau synthétique, le même qu'on fait les ailerons, et puis tout à coup, ce qui fait que le taux de dilatation, c'est exactement le même que la pierre, donc même si la pierre, elle bouge peu, pas comme le bois le fait, mais elle bouge un petit peu, donc tu mets une colle et un fer qui n'est pas la même taux de dilatation en été, en hiver, tout à coup ta pièce elle casse parce qu'il n'y a presque rien, et donc le gars qui achète la pièce très très chère, il achète tout le storytelling technologique en fait, parce que il achète plus la performance de la main. T'achetais un Michel-Ange ou un Canova, tu dis mais le gars il a fait comment pour que ça ressemble autant à la vie, et puis il a démonté ces 12 tonnes de pierre à la main, c'est incroyable. Tu te dis que là maintenant il n'y a plus du tout ça, c'est comme si les pattes... Ouais, mais cette science, il faut quand même la faire. Enfin, il faut trouver la pierre qui convient au métal, qui se dilate pas. Enfin, Ouais. à l'alliage, je sais pas. Ouais.
Est-ce que ça, c'est pas que technologique et pas artistique? Moi, dans mon cas précis, par exemple, je fais des images. Et ces images, parfois, je les projette en grand. C'est-à-dire qu'avant, vraiment, je dessinais tout. Après, je faisais des photos. Après, je devais détourer. Puis après, je devais Tu les projeter. projetais, ouais. Puis après, ça bougeait. Donc, il fallait que je refasse chaque fois une nouvelle image. Et c'était assez fastidieux, mais déjà, ça existait. Puis après, sont venus les outils dont je te parle. Tu peux étirer. Tu peux avoir différents calques déjà à la base. Et du coup, ça a simplifié. Mais je ne vends pas mes pièces, entre guillemets. Mes servins, c'est des pièces, on peint à la main. Et c'est plutôt un retour en arrière pour me détendre. C'est mon yoga, c'est un autre truc. Maintenant, si je fais une image, parce qu'elle appartient à une scénographie, c'est un paysage avec différents plans, il y a une évolution, il y a le ciel qui s'assombrit ou je sais pas quoi, eh ben, je fais l'image aussi, mais elle est destinée, elle est d'ailleurs jamais destinée à être imprimée. Ouais. C'est là, elle est seulement projetée Elle est et utilitaire. elle disparaît. Et c'est pour ça que je me suis remis à utiliser de la peinture. Je suis revenu à la base pour qu'il reste quelque chose de mes différentes créations viscérales, visuelles, qu'il en reste quelque chose. Donc en fait, c'est un retour en arrière, mais plutôt pour trouver une sorte d'énergie intérieure, plutôt que de seulement être destiné à un objet comme tu serais toi avec une sculpture qui est à la fin un objet. Et puis cet objet, ben, tu peux l'exposer, le vendre ou faire ce que tu veux. Donc, il y a un peu Alors que moi, c'est du spectacle vivant. Et une fois que le spectacle est terminé, il en reste rien. Que les photos de... Du coup, est-ce que tu as un côté, disons, tu réserves l'art à cette espèce de yoga interne, une sorte de ressourcement, à quelque chose de plus libre, moins codé, et puis tout à coup, tu as ton autre activité d'entrepreneur, d'artisan, où tu as des mandats où tu dois faire des scénos, à ce moment-là, c'est plus... Tu es plus dans l'efficacité. Non, mais au début, j'étais dissocié, mais maintenant, en fait, tout se complète vraiment, parce que je commence à faire de la vidéo autour de mes servins, donc je refais des animations, des éboulements, des trucs, avec du son, ça devient même des installations, et en fait, au début, j'ai dissocié les deux, parce que, comme tu disais, il y en a un qui était vraiment pour me détendre, me ressourcer, mais qui était comme de faire des photos argentiques. Ça me permettait de comprendre ce que je faisais quand je faisais du Photoshop et de faire de la vraie peinture avec des vrais matériaux, de la texture, de l'épaisseur. Ça me permet de savoir ce que je fais quand je fais avec de la palette. Je retourne dans le réel, en fait. Et puis, du coup, ben, je suis plus à l'aise, même en faisant un truc abstrait sur une palette, de comprendre comment ça peut donner. D'accord. Donc là, on est vraiment dans un va-et-vient. Dans une sorte de recette, quoi. C'est-à-dire que c'est une sorte de... T'as plein d'ingrédients. Voilà. Et puis du coup, tu mélanges, tu es comme cuisinier qui teste des trucs. Donc là, on est vraiment dans l'expérimentation, dans la recherche de la maîtrise de plusieurs éléments à la fois. Donc peut-être l'accident est bienvenu, ou l'accident de temps en temps n'est pas le bienvenu, mais il fait partie un petit peu du décor. Alors voilà, quand tu es pro, tu peux dire, OK, tu veux pas d'accident, tu fais pas d'accident, puis tu vends un produit sans accident. Mais après, quand tu es un artiste, ben, les gens, ils cherchent ton accident. C'est peut-être la différence de l'artisan et de l'artiste. L'artiste, il est connu pour ses défauts, et l'artisan, il est connu pour sa perfection. Ah, c'est joli, ça. Mais c'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est pas mal. Je pas pensé, moi, j'allais t'amener sur un autre terrain un peu glissant. Mais vas-y, à fond. Qui est celui de l'idée, parce que moi, je suis assez frappé par les étudiants qui viennent me voir ici, qui arrivent avec un concept qui est fini et qui ne va pas bouger. C'est-à-dire qu'il y a des élèves de la RED, locales, qui arrivent, ils sont, je sais pas, un master en design produit, ils amènent un projet, ils ont envie de mettre un peu de pierre dedans, où l'objet est en pierre, puis alors voilà, monsieur, on va faire ci, on va faire ça. Et je me rends compte qu'en fait, leur idée est le produit fini. Et moi, je me suis fait cette réflexion inverse en disant, c'est marrant parce que depuis des millions d'années, l'idée, c'est le début, mais maintenant, l'idée, c'est devenu la fin. Et en fait, tu as une idée, et puis en fait, tu la testes, ça marche pas. Donc, tu te lèves en matin en disant, putain, ça va être super, mais tu arrives dans ton atelier, tu commences, puis le premier truc, il marche pas. Tu vois, c'est comme si, voilà, tu travailles... Il y a plusieurs façons de dessiner. Il y a une façon de dessiner et puis d'arriver directement au résultat que tu veux. Je sais pas, tu dessines une montagne, tu dessines la montagne, ou alors tu commences à dessiner une pierre, t'essayes. Ah, mais même au-delà, tu vas même déjà loin. Je veux dire, ce que je vois avec les gars de pas mal de jeunes artistes des écoles de maintenant,
où finalement, dans l'atelier, il n'y a pas tellement de matériaux, il n'y a pas tellement d'ateliers de fabrication. Il y a des fois un atelier maquette, par exemple, il reste ça à la Head, mais il n'y a pas les beaux-arts comme moi j'étais, avec des ateliers pierre, bois, plâtre, dessin, etc. D'ailleurs, quand Greff est arrivé aux Beaux-Arts à Genève, enfin à la Head, il a enlevé tout ça, c'est devenu des ateliers de conception. Et ces gars, c'est des artistes au sens où... Ils sont plus conceptuels. Voilà, ils sont conceptuels dans le sens où ils sont concepteurs. Mais tu vois, la réalisation, pour eux, elle est moins importante que l'idée. Et d'ailleurs, toute la formation qu'on leur donne, elle est pour polir leur idée jusqu'à un diamant brut, jusqu'à que l'idée soit vraiment le produit fini. Et en fait, leur seule plus-value, elle est dans l'idée. Alors quand tu leur dis... en fait, je crois que ça va pas marcher parce que c'est trop fragile ou ça va se casser. Alors, ils sont très, très désarçonnés où ils te disent, écoutez, moi, je connais quelqu'un qui sait le faire, alors tu leur dis, vas-y. Mais il y a plus ce sentiment des limites de la matière. Et finalement, il manque, à mon avis, mais est-ce que j'ai une position nostalgique en fait ça, que je veux bien assumer, c'est que quand tu prends l'idée par la fin en te disant que mon produit fini, il est indéformable parce que c'est ça sur lequel j'ai travaillé, ou quand tu prends l'idée par le début en disant je vais commencer à fabriquer moi-même, et même tu prends l'idée de faire une montagne, bah, tu as 1 milliard de choix possibles pour dessiner ta montagne. Le Cervin, c'est plus en Toblerone, mais des montagnes, il y en a autant que... Bien sûr. Donc, quand tu fais toi-même, tu es face à 1 milliard de choix et de possibilités qui fait que tu prends des décisions tout le temps. Quand ton produit en 3D, il est fini, puis il a évité la matière, parce que c'est une réalisation qui est faite en dehors des exigences des lois de la matière, tu livres ton idée à un artisan, tu dis débrouille-toi pour le faire, et tu t'intéresses plus à la fabrication, bah, tu es en dehors de l'accident. C'est-à-dire je pense qu'il y a plusieurs genres même d'artistes. Il y a des artistes qui, par exemple, prennent un bloc, peut-être c'est ton cas, puis du bloc, ils dégagent une forme. Mais il y a d'autres artistes, ils prennent par exemple de la terre, puis ils rajoutent de la matière pour faire une matière. Mais ceux qui décident que dans le bloc, il y a la forme qu'ils veulent, alors peut-être qu'ils n'ont plus d'accident parce qu'ils le font faire à quelqu'un d'autre, mais ils ont décidé à l'avance ce qu'il y aurait dans le bloc. Alors que d'autres, peut-être, qu'en mettant un bout de terre ou un bout de terre, un bout de caillou, ils font une sculpture qui tout d'un coup monte et devient plus organique. Mais le résultat, il n'est pas forcément. Si je me fais un peu l'avocat du diable de ta proposition-là, c'est que tu rajoutes de la terre ou que tu enlèves la pierre, tu te confrontes quand même à la matière et on risque de ne pas y arriver. Ce que je veux dire, voilà, que tu as décidé, que tu le fais ton Michel-Ange, tu as décidé qu'il y a un pied magnifique dans ce bloc-là, tu peux sortir un sabot, une glace de ski. Bien sûr. Après, c'est ton talent qui va faire que le truc est beau ou pas. Ou si tu te rajoutes de la terre, là, justement, je dois faire des mains en terre ici. Hier, je me suis bagarré avec la terre, j'arrivais pas à sortir ce que je voulais. Donc, c'est pas la même chose que de se dire que finalement, je vais concevoir en 3D un truc qui peut être livré par tout un tas de programmes ou même d'IA qui me livrent une image parfaite. J'en fais une 3D, je livre un STL, j'ai une impression numérique de ça, où j'ai juste une belle image, et je la livre à un artisan. Donc là, le gars qui travaille que comme ça, il n'est pas dans l'expérimentation de la matière. Et donc, il est dans l'évitement de l'accident et tout le processus. Le proverbe tzigane qui dit le parcours est plus intéressant que la destination, ça fait un petit peu partie de l'aventure, de se laisser surprendre par le processus. Et moi, je dirais qu'effectivement, il y a une dynamique où les gens n'ont plus le temps, en fait. Ils veulent le résultat. Non, enfin, il y a un côté... Le temps, il est aboli. C'est-à-dire que tu parlais de Michel-Ange ou tous ces peintres qui ont peint des fresques pendant des années. Et ben, nous, on ne peut plus attendre des années. Enfin, je veux dire, il y a un côté comme ça, objectif, que tu es obligé de trouver une solution pour dessiner, le coller, que ça corresponde en proportion. Pour gagner du puis temps. Après, l'imprimer, même dans des encres super solides, sur des supports hyper solides. Puis tu peux développer ta propre, ta propre finition, quoi. Ça, c'est possible. Ça, c'est rigolo. Mais du coup, tu n'es pas seulement confronté avec ta main et ta matière, mais tu es confronté, comme tu disais même tout à l'heure, de trouver les solutions entre les différentes choses techniques possibles. Et ça, j'ai toujours fait d'ailleurs dans mon travail. C'est que des fois, on me demandait de faire des choses interactives en vidéo où un personnage, il bouge comme la caméra. Et puis, ça fait bouger une image. Mais pour concevoir ça, que ça rentre dans une
dans un spectacle, au milieu de la régie, des lumières qui sont pas pour l'effet vidéo, mais qui sont l'effet du spectacle, mais que ça puisse s'intégrer dans la régie, dans le déroulement de tous les tops, bah, il faut inventer des trucs. Des fois, je me suis retrouvé à trouver des gens qui font du code, à trouver des gens... Toutes sortes. Et ça a été toujours ma force dans mon travail, c'est que j'ai trouvé la façon de faire une chose qu'on me demandait qui était impossible, qui n'existait pas. Après, il y a toutes sortes de façons d'y arriver. Il y a des... Avant, il y avait la Kinect, tu pouvais casser le code pour la remettre dans ton propre système, etc. Mais avant que ça n'existe, il fallait quand même casser le code. Enfin, donc, il y a toutes sortes de combines, que ce soit celle-là précise, mais il y en avait plein d'autres, qui ont fait que j'ai réussi à intégrer des choses impossibles à faire dans un univers où il fallait que ça parte à la mesure 42 de l'orchestre. L'entrée, ça faisait ça, etc. Donc moi, ce que je comprends là, c'est qu'il y a un esprit créatif, des merdardistes qui consiste à jouer avec l'instant, avec les conditions du milieu. Mais donc, que tu veux, parce que même toi, tu disais ça, mais avec tes matières. C'est-à-dire que quelqu'un voudrait une pièce, mais tout d'un coup, le fait qu'elle soit apparemment très fragile, tu dois la concevoir d'une certaine façon pour qu'en fait, tous les éléments qui la constituent font qu'elle n'est plus fragile, mais qu'elle fonctionne, qu'elle tient. Et pareillement, dans l'univers du spectacle, tu dois faire une pièce ou un effet entre la lumière, la musique, que tu peux gérer à la seconde près, et que tu dois inventer toutes sortes d'outils pour y arriver, toutes sortes de systèmes, en fait. Alors, ces systèmes, des fois, tu dois trouver des gens qui les font, parce que tu peux pas et faire du code, et faire de la 3D, et faire de la peinture, tout à la fois. Tu dois trouver le chemin pour y arriver. Et c'est plus une question de main, mais c'est une question de maniabilité, mais de ton esprit. Ben ça, ce qui me plaît là-dedans, c'est qu'il y a une confrontation. Ah bah, c'est le spectacle vivant. C'est sûr que... Une question que je me pose par rapport à ces évolutions technologiques, c'est dans quelle mesure, en tout cas, il y a un courant de l'art contemporain qui se confronte plus du tout à ça. C'est-à-dire qui délègue tout. Alors, tu livres une idée, puis l'idée, tu livres une idée, puis ensuite, il y a une conception qui est faite par quelqu'un d'autre, puis ensuite, il y a une production qui est faite par quelqu'un d'autre. Mais est-ce que ça, c'était pas pendant Michel-Ange, où tout d'un coup, tu avais un grand maître, puis il avait des armées? Oui, alors... De peintres et de gens qui faisaient à la fin tout. Puis c'était le vieux, puis il signait à la fin, il prenait l'argent, puis il donnait un peu de miettes aux petits artisans qui travaillaient pour lui. Est-ce que ça n'a pas toujours existé? Non, alors justement, c'est une question qu'on me confronte chaque fois. Oui, c'est sûr que Raphaël n'a pas peint lui-même tout seul les appartements du pape, etc. Puis que Phidias n'a pas fait le Parthénon tout seul. Michel-Ange, il a fait quand même le David beaucoup tout seul. Mais... ce que je veux dire, c'est que c'est des gens qui avaient eux-mêmes appris avec les anciens maîtres. Ce qui est très récent en art contemporain, dans une tendance qui est assez forte, qui est représentée dans les salons importants, c'est que les concepteurs sont plus des gens qui ont appris à être confrontés à la matière. Donc, même Rodin, il avait plein de gars qui l'aidaient, mais Rodin, il avait appris à tailler, à modeler, etc. Même si Claudel lui en faisait beaucoup. Lui, maintenant, tu prends certains artistes comme Koons, Hirst, Mauricio Catalan, c'est des gens qui n'ont pas du tout ce savoir-faire-là, parce que c'est des concepteurs, penseurs, snipers, ce que tu veux, mais qui ont besoin des petits bras de tout le monde. Hein. Bien sûr, c'est ça. Le procès qu'il y a eu entre Catalan et son modeleur, par exemple, on peut en parler encore des heures, mais c'est aussi un gros déséquilibre entre un gars qui sait faire, un gars qui sait pas faire, mais c'est celui qui sait pas faire qui a l'idée. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est de se confronter aux éléments. Alors, c'est peut-être ma dernière question, parce qu'on va un peu arriver vers la fin. Quand tu me parles de comment tu fais tout ça, je perçois une certaine agilité, c'est-à-dire que c'est comme si tu es en live dans un spectacle, zut, il pleut, zut, il y a un siège qui casse, juste... enfin, il y a tout un tas de choses à faire qu'il faut résoudre, et puis il faut le résoudre sur le moment, par exemple. Mais c'est plus que ça. Hein. Moi, je parle vraiment dans la conception. Hein. On est dans l'opéra. Tout doit marcher en temps et en heure. C'est pas, parce qu'il existe aussi cette chose d'être 4-4 et de pouvoir faire ce que tu veux avec la yourte. C'était le cas dans l'installation lumineuse que yourte numéro 2, qui est après Open End, que tu as vu. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est clair qu'il y a cette dynamique de résister aux intempéries, parce que parfois, on fait des pièces qui sont à l'extérieur. Mais de construire quelque chose qui, quand on appuie sur le bouton, ça démarre, puis qu'il y a 15 personnes qui rentrent sur scène, la vidéo se fait, le tulle descend, enfin, et que tout soit synchronisé, et que c'est un truc qui n'a jamais été fait, et qu'on l'a inventé,
ben, personne ne le sait en fait. Tout le monde se Oui, dit, c'est ouais, ça. les gens, ils ont appuyé sur un bouton. Sauf que, en fait, dans les détails, mais ça, c'est l'agilité. Mais l'agilité, elle n'est pas seulement dans la main. Mais à un moment donné, elle est aussi dans la main parce que il faut, Faut que ça c'est soit physique, juste. c'est Ouais. sur une scène. Voilà, il faut que Il ce faut soit tirer juste. les Ouais, câbles, ouais. faut positionner le truc correctement, il faut faire un pied pour que ça tienne. Des fois, il y a des ateliers qui t'aident, qui font l'objet. Puis après, tout est installé. Des fois, il faut renforcer des plaques parce qu'il y a des éléments de décor très lourds qui passent. Enfin, après, c'est un ensemble, quoi. C'est un travail d'équipe. Alors ça, c'est vraiment un sujet qui m'intéressera à creuser un petit peu le débat entre agilité et créativité, nécessaire quand on se confronte aux choses. Aussi que la notion de risque, prendre le risque de se tromper, avoir le culot de se confronter aux C'est éléments. ça, c'est ça. On voit, par exemple, je sais pas, un surfeur qui prend une vague, il est vraiment sur l'instant, en jouant avec les éléments, son corps, sa planche, les forces, etc. Il doit pas se casser la gueule pour pas se prendre sur le rouleau. Un musicien qui performe sur scène, il doit traduire l'abstraction de la portée à travers son corps via un instrument, une mélodie écoutable et juste. Tout ça, il y a quand même un truc risqué sur le moment. Il y a un truc, tu joues ta C'est vie. une virtuosité. Une sorte de virtuosité, mais aussi une capacité d'agilité complète, corps-esprit, une harmonie corps-esprit qui fait qu'on réussit ou on réussit pas la performance de X dans tous les domaines. Et c'est pas la même chose c'est un autre processus que de concevoir une image dans un ordinateur puis la livrer à fabriquer à quelqu'un d'autre. Moi, c'est un petit peu ça qui me... Non, elle n'est pas fabriquée à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'agilité, sauf que l'agilité, elle n'est pas liée au seul mouvement du surfeur sur la vague. Elle est liée dans comprendre même l'océan et puis de t'intégrer. Mais du coup, ça dépasse. C'est cette chose-là qui est inatteignable. Peut-être qu'elle le sera, mais qui dépasse l'intelligence artificielle. C'est qu'à un moment donné, si c'est pas pour dire qu'il y a une âme, mais il y a une grâce parfois dans ce que tu fais avec ton cœur et ton esprit et ton agilité et puis ta bonne volonté et puis ton inspiration, même si c'est lié à un groupe, parce que tu parles du musicien, il y a un musicien, il est seul, il fait son... Mais un musicien, il est aussi dans un groupe, le groupe, il défend certaines valeurs, certains univers musical, il défend, il faut qu'on entende jusqu'au dernier rang ce qu'ils font, donc il faut que toute la technique suive, les retours, qu'ils s'entendent tous jouer, qu'il n'y en a pas un qui joue plus fort que l'autre, et c'est cet ensemble-là qui fait que dans un spectacle, dans un concert, moi je travaille pas seul en fait. Tu parles beaucoup d'artistes qui ont des idées, puis qui les imposent, puis qui sont géniales, les idées ou pas, mais dans un travail que tu fais sur scène, il y a la répétition. C'est donc pas quelque chose qui est prédestiné. Alors, il y a un texte, il y a quand même un objectif vers lequel on tend, mais il y a la répétition. La répétition, c'est faire et refaire. C'est exactement le concept de ta main qui fait qu'il refait. C'est pas bien, on change. On avait pris une option pour faire cette scène, on l'attaque comme ça, mais finalement, ça marche pas. Parce que 3 scènes après, ça contredit ce qu'on vient de faire. Donc, on refait. Donc, tu enlèves ce que tu as fait, tu refais, etc. Et ça, c'est toujours une espèce de modelage permanent des choses. Mais après, ce modelage, parce que moi, je suis pas du tout un technicien, il a été complètement assumé dans la partie technique que j'avais à faire, avec les outils qui se sont simplifiés. Et moi, j'ai toujours modelé avec des outils simples. Mais ou s'il fallait qu'il soit très compliqué de trouver les gens qui comprennent ce que je veux faire ou ce qui est nécessaire de faire pour la pièce en général, pour pouvoir réaliser la chose en question. Et tout ça additionné fait que c'est plus que seulement la main, mais c'est une agilité mentale, mais qui est comme celle de la main, parce que j'aime bien cette idée qu'elle est justement naturelle et que c'est pas juste un bouton ou un outil qui résout tes problèmes, parce qu'il n'y a aucun bouton ni outil qui résout tes problèmes, en fait. Ça, c'est une légende, c'est une fausse information. C'est une fake news. Et puis, pour terminer, ton métier, dans 10 ans, si tu devais prendre 2 options, est-ce que tu dois plutôt continuer à expérimenter les matériaux qui arrivent, enfin les nouveaux médias qui arrivent tous les jours, ou est-ce que tu dois plutôt retourner à quelque chose de plus artisanal, ou c'est une curiosité, c'est une aventure, tu vas voir où ça te mène? Je crois que si j'ai commencé à peindre, c'est vraiment dans la perspective, je parlais de yoga, je fais pas de yoga, mais je peins, et c'est cette perspective de se retrouver soi-même par rapport aux choses fondamentales et simples. Ça, c'est
une vraie importance, même pour se recentrer par rapport à toute la diversité des choses disponibles qui peuvent te troubler, ce que toi-même tu espères que tu veux faire. Maintenant, je serai toujours curieux, comme j'ai toujours été curieux, parce que ça fait plus de 30 ans que j'évolue dans cette activité, et de la photo argentique à l'IA. J'ai fait toutes sortes de chemins, de retour en avant, en arrière, donc j'ai un recul. Et donc, je serais toujours curieux de voir ce qui se passe. J'irai toujours regarder. Mais je pense que la chose fondamentale de dessiner, et j'ai envie de sculpter, de garder une matière. Donc, ça aussi, la perspective de laisser quelque chose de réel, que ce soit avec du volume ou avec des vraies couleurs que tu as choisies, que tu as mélangées sur un vrai support que tu as choisi. Je pense que ça a une valeur qui est apaisante, je trouve, que l'objet existe. Parce que l'art vivant, il n'y a rien qui en reste. Ça a aussi une sorte de valeur incroyable. Mais à un moment donné, il y a un petit manque de ça. Ok. D'autant plus que j'ai créé beaucoup d'images, en fait, pour toutes sortes de circonstances. Certaines, elles étaient même, disons, appréciées, elles étaient belles, elles étaient bien mises en valeur dans des scénographies. Puis effectivement, qu'il en reste rien. Donc moi-même, j'ai une sorte de mine que je voudrais aussi creuser pour que ça devienne des objets, petit à petit. En tout cas, je te rejoins sur l'idée qu'il y a quelque chose d'apaisant, serein, en tout cas, moi, à tailler la pièce, quelque chose qui ennuie mon corps et me fatigue, m'amène une dimension assez harmonieuse corps-esprit. Bon, Robert, en tout cas, merci d'avoir participé à cette discussion. C'est hyper intéressant. De toute façon, c'est intéressant, ce que tu fais. C'est une belle complicité. On va aussi profiter de la diffusion de cette petite interview pour mettre en lien ton site et ce que tu fais. Je vois que dans les mains, tu as un petit livre. Tu veux nous dire juste un mot sur ce que c'est, puis le montrer à la caméra pour... disons que c'est toutes les images que j'ai publiées sur Facebook, et à un moment donné, j'ai... justement dans la perspective qu'il en reste quelque chose de toutes ces images. Il y a un livre, ça c'est d'ailleurs un dessin qui s'est retrouvé, enfin on voit pas, mais qui s'est retrouvé à New York, Okay. sur les billboards de... Magnifique. Tu vois ça? Ah oui, on dirait du Kessariste. Ouais. Ça c'est aussi tout mon univers. Ça c'est, bref, des opéras... Enfin bref, c'est compliqué d'expliquer tout ça, mais... Là, il y a une grande diversité d'aventures et d'expérimentations. Volontiers, on mettra en lien un peu ce que tu fais pour que les gens puissent profiter de se balader un peu sur le site, il y a tout ça. Se balader un peu dans les aventures de ta création. Super. Robert, je te remercie. C'est moi. Série 2, Lucky Loser, c'est terminé pour aujourd'hui. Bonne journée. Bonne journée. Bonne soirée. Bonne soirée.